Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour cette visite virtuelle de l'exposition Dans les yeux de Van Gogh. Cette visite vous est proposée par Véronique Arpiot, qui est conservatrice du musée Félicien Rops de la province de Namur. Et elle revient sur la vie et l'œuvre de ces différents artistes belges à travers les yeux de Vincent Van Gogh. Je lui laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci beaucoup, Julie, et merci à tous et toutes pour votre présence ce soir. La conférence que je vais vous présenter se passe dans le cadre d'une exposition temporaire qui se déroule jusqu'au 20 mars au musée Félicien Rops, qui est donc, comme Julie l'a signalé, dans les yeux de Van Gogh, l'empreinte des artistes belges sur Vincent Van Gogh. Et c'est le résultat vraiment de recherches inédites entreprises par le commissaire de l'exposition, Bart Moens, qui est doctorant à l'Université libre de Bruxelles, qui a écrit dans le catalogue de l'exposition et qui avait également en 2015 travaillé sur la présence de Vincent Van Gogh dans le Borinage lorsque nos collègues du Musée des Beaux-Arts de Mons ont réalisé cette très belle exposition. Alors, pour compléter les recherches, je voulais dire deux mots sur le contenu du catalogue, puisque nous avons eu la chance d'avoir une contribution de la conservatrice du musée Van Gogh, la conservatrice des estampes, Fleur Rosa, qui a écrit un texte sur la collection de gravures de Vincent Van Gogh. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est un sujet aussi que très peu d'entre nous connaissent. Nous avons également demandé à une doctorante de l'Université d'Amsterdam, Laura Prince, de nous parler de la folie de Vincent Van Gogh à travers une œuvre que Van Gogh a particulièrement appréciée, une œuvre d'Emile Wouters que je vous montrerai dans quelques minutes. Et ensuite, nous avons aussi demandé la contribution de Noémie Goldman, qui est docteur en histoire de l'art et qui a fait sa thèse sur le groupe d'avant-garde des 20, qui était un groupe d'artistes de Bruxelles. Et je vous en parlerai également un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment dans le contexte de toutes ces recherches inédites qui ont été menées par cette petite équipe. Et vous pouvez donc retrouver dans le catalogue de l'exposition tous ces textes et toutes ces informations. Eh bien, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'évoquer les personnalités de Félicien Rops et de Vincent Van Gogh, puisque vous le verrez, je ferai beaucoup d'allusions aussi à la correspondance aux lettres de ces deux artistes. Alors, pour terminer la liste des remerciements, je voulais évidemment remercier Julie Baumard, qui est une des fondatrices de Conférencia.fr, puisqu'il nous accueille ce soir et la présentation est toujours beaucoup plus agréable quand on est comme ça tenu par la main par des professionnels. Et je voulais évidemment remercier l'équipe du musée Félicien Rops qui a contribué à l'organisation de cette conférence, notamment la gestion aussi des réservations, la promotion et tout ce qui suit ce type de soirée. Alors, juste un petit mot avant de commencer, de se lancer vraiment dans la confrontation des univers de Félicien Rops et de Vincent Van Gogh, c'est vous prévenir que voilà, cette conférence n'est pas une visite vraiment de l'exposition, mais elle est davantage une thématique particulière. Vous avez ici une photo de la présentation en 3 dimensions que nous présentons sur le site internet du musée. Donc, si vous voulez, si vous habitez, je sais que certaines personnes présentes ce soir n'habitent pas la Belgique, eh bien, vous pouvez aller sur le site du musée Rops et il y a donc cette visite en 3 dimensions avec un accès aux œuvres et vous avez aussi les commentaires d'audioguide sur chacune de ces œuvres. Vous avez aussi les textes des salles qui sont mis à votre disposition en français et en néerlandais. Donc voilà un petit peu pour le préambule et nous allons maintenant nous lancer dans la découverte de cette réflexion qui a été menée pour monter cette exposition. Alors tout d'abord, c'est vrai que imaginer de mettre en confrontation ou imaginer que Vincent Van Gogh ait pu apprécier les œuvres de Félicien Rops,
premier abord, c'est un peu particulier, puisque de Vincent van Gogh, on a plutôt l'image de paysages ensoleillés, d'une certaine pratique picturale avant-gardiste. On imagine, on voyait comme le très beau dessin qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Tournai et qui nous a été très gentiment prêté par la ville de Tournai. Vous voyez ces oliviers à Montmajour, où l'évocation par cette artiste contemporaine, Karine Borgout, des tournesols, cette œuvre évidemment très très connue de Vincent van Gogh. Donc, en fait, notre exposition ne va pas traiter de cette vision-là de Vincent van Gogh. D'ailleurs, c'est une exposition sur Vincent van Gogh, mais pas de Vincent van Gogh. Donc, nous n'avons qu'une œuvre de Van Gogh dans cette exposition, qui est justement ce très beau dessin du musée de Tournai. Et c'est vrai que quand on pense aux œuvres de Félicien Rops, on est plutôt dans le domaine du symbolisme, presque du surréalisme à la belge, puisque l'œuvre de Pornocrates ou La Dame au cochon est devenue un petit peu cet emblème de belgitude, de sentiment un peu d'humour décalé, où on pense plus volontiers aussi à ces œuvres érotiques, sataniques, à l'inspiration baudelairienne de l'œuvre de Rops, avec des œuvres comme La mort qui danse. Donc c'est vrai que voilà, l'univers, la confrontation entre ces deux univers n'était peut-être pas d'emblée évidente pour le grand public. Alors l'exposition, en fait, commence par l'évocation de la gravure chez les deux artistes, chez Vincent van Gogh et chez Félicia Rops, mais j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais je ne résiste pas quand même à vous présenter quelques œuvres que vous allez pouvoir découvrir dans l'exposition, qui va évoquer notamment la présence de Vincent van Gogh en Belgique, comme ses études, sa formation, notamment à Bruxelles et à Anvers. Et ici, vous pouvez voir entrer dans la maison de Henri Leys, qui était un des professeurs à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. Donc, vous voyez, il avait ce magnifique intérieur, cette magnifique salle à manger. Et vous voyez, il y a des frises tout autour ici de cette salle à manger. Et c'est donc Henri Leys qui les avait peintes dans son propre intérieur. Et c'était une curiosité à l'époque. Et Vincent van Gogh a voulu directement aller voir cette salle à manger parce qu'il voulait s'en faire une idée. Donc on sait, c'est assez émouvant de savoir les lieux qu'il a fréquentés lorsqu'il était en Belgique. Et ici, c'est une représentation de cette salle à manger par Henri de Braquelaire, que Félicien Rops appréciait beaucoup, qui est un artiste anversois. Nous avons fait d'ailleurs une exposition très récemment sur Henri de Braquelaire. Alors, vous allez voir dans cette présentation certains commentaires, extraits de lettres de Vincent van Gogh, mais aussi de Félicien Rops. En fait, l'exposition est vraiment conçue comme un parcours à travers la correspondance que le musée Van Gogh a édité sur un site vangoghletters.org. Et c'est grâce à ces lettres qu'avec le commissaire de l'exposition, nous avons pu identifier certaines œuvres que Vincent van Gogh a vues en Belgique. Et donc ici, voilà, il parle donc des tableaux de Henri Leys et donc en particulier la série de décorations pour sa salle à manger. Et vous voyez qu'il mentionne toute une série de panneaux comme la promenade dans la neige, les patineurs, la réception, etc. Donc, c'était emprunter ce tableau au musée d'Anvers, c'était pour nous l'occasion d'évoquer la formation de Vincent van Gogh en Belgique. Ensuite, nous avons également évoqué une thématique qui va vraiment
parcourir en fait tout le propos de ce soir, c'est la thématique du réalisme et de la pauvreté. Vincent van Gogh va vraiment être très intrigué, fasciné en fait par le peuple, par les gens qu'il va rencontrer, par la pauvreté. Et un des grands représentants belges de ce mouvement réaliste, puisqu'on est vraiment plein dans ce mouvement artistique et aussi littéraire de la moitié du 19e siècle, eh bien, il va mentionner Charles de Groux, qui est, je vous en reparlerai, un ami de Félicien Rops, un contributeur au journal de Félicien Rops. Et Charles de Groux a réalisé plusieurs tableaux que nous avons eu la chance d'avoir à l'exposition, notamment ce très beau banc des pauvres, qui était le bout de l'église en fait où pouvaient aller prier les pauvres. Et donc, vous allez le voir, Charles de Groux va avoir une grande influence sur l'œuvre de Vincent van Gogh. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc, Van Gogh parle de Charles de Groux en disant le père de Groux. Il dit, tu sais que tout au début déjà, je te parlais toujours de mon grand respect et de ma grande sympathie pour l'œuvre du père de Groux. Et il écrit donc bien plus tard, en 84, quand il a déjà quitté Bruxelles et le Borinage, il dit, ces jours-ci, je pense à lui plus que jamais. Et on ne doit pas voir de lui uniquement ces tableaux d'histoire, bien qu'ils soient très beaux, mais en premier lieu, les tableaux peints dans l'esprit de l'écrivain conscience. Il faut voir de lui donc le Bénédicité, que je vais vous montrer, le Pèlerinage et le banc des pauvres. Donc, vous voyez, c'est cette grande peinture que je vous invite vraiment à voir au musée Rops, parce que en reproduction, elle est un peu faite par rapport vraiment à la qualité des couleurs et le rendu de la lumière à l'intérieur de l'église. Alors, je vous parlais aussi de la thématique de la folie qui a été envisagée par Laura Prince. Et c'est un tableau d'Emile Wouters que Van Gogh va voir en 1881 lorsqu'il est à Bruxelles. Ici, nous avons en fait ce tableau qui est un plus petit format que le grand format que possèdent les musées royaux des beaux-arts de Bruxelles. Mais le tableau est d'une dimension tellement grande qu'elle n'entrait pas dans le musée Félicien Rops. Donc, nous avons mené une enquête où nous avons retrouvé donc ce tableau qui est un tableau préparatoire à la grande version et qui évoque en fait la folie de Hugo van der Goes, qui était un artiste du XVIIe siècle et qui était pris de folie. Et pour l'aider en fait à soigner son mal-être et sa démence, eh bien les moines, puisqu'ils étaient réfugiés en fait dans un monastère, les moines pratiquaient avant la lettre la musicothérapie. Et donc, ils avaient engagé, ils essayaient en fait de calmer les crises de ce très grand peintre et dessinateur Hugo van der Goes. Et donc, vous voyez, plusieurs années plus tard, Vincent van Gogh va évoquer ce tableau en disant que lui-même se ressent, il est devenu hagard comme Hugo van der Goes dans le tableau d'Emile Wouters à peu près. Donc quand il va commencer vraiment ces crises d'instabilité psychologique, eh bien, il va se référer à ce tableau qu'il avait vu à Bruxelles. Alors donc, pour faire un rapide point sur la présence de Vincent van Gogh en Belgique, eh bien, Van Gogh arrive d'abord à Bruxelles, mais il ne va pas vraiment traîner, il va plutôt partir directement dans le Borinage où il veut devenir prédicateur. Donc, il n'a pas l'envie au départ de devenir artiste, pourtant il va déjà peindre et dessiner dans le Borinage, mais il cherche sa voie professionnelle. Et c'est là qu'il va en fait vraiment prendre conscience de la pauvreté et qu'il va se lier d'amitié avec les gens du Borinage.
Il va retourner à Bruxelles pour essayer de devenir artiste. Il va suivre des cours à l'Académie de Bruxelles. Ça se soldera par un échec. Il va retourner ensuite en Hollande, où là, il va, avec l'aide de son frère, commencer des cours en autodidacte pour devenir artiste. Il abandonne donc son projet de devenir prédicateur. Donc, c'est tout cet aspect religieux qui va beaucoup l'occuper. Et puis, il reviendra à Anvers quelques années plus tard. Et là, il va essayer aussi donc de s'inscrire à l'Académie d'Anvers. Et ce sera à nouveau un échec pour lui. Suite à ça, il part à Paris et puis dans le sud de la France. On sait que Vincent van Gogh avait un intérêt très marqué pour un journal que Félicien Rops a fondé en 1856, qui s'appelait l'Eulenspiegel, le journal des ébats artistiques et littéraires, qui était un pied de nez fait à un journal assez sérieux, un journal parisien, qui était le journal des débats artistiques et littéraires. Donc, un petit pied de nez amusant. Et Félicien Rops suivait en fait donc l'actualité de la ville de Bruxelles, en faisant une série de caricatures, de calembours à propos donc des grands artistes et des grands comédiens de Bruxelles. Il avait comme contributeur Charles de Groux, dont je vous ai déjà montré Le banc des pauvres. Et vous voyez Charles de Groux là qui est devant ici, il est devant sa table à dessin et donc il se plaint d'être l'esclave de Félicien Rops. Et vous voyez au mur ici la petite affiche de l'Eulenspiegel que je vous ai montré tout à l'heure. Voici l'entête du journal. Donc vous reconnaissez le pauvre Charles de Groux qui est obligé de dessiner chaque semaine pour Félicien Rops. Et il réalise en fait une série de caricatures dont la thématique est toujours très sociale. Et on sait qu'en 1882, voilà, lorsque Vincent van Gogh essaye de devenir artiste, qu'il s'entraîne, il demande à deux personnes, à son frère Theo van Gogh, et à son ami peintre Anton van Rappard, s'ils savent où retrouver sa série d'Eulenspiegel qu'il possédait dès 1873 lorsqu'il était à Londres. Et il explique donc être parti à Londres, probablement donc avec des numéros de l'Eulenspiegel, donc du journal de Félicien Rops, et il explique qu'il a donné en fait les feuilles de l'Eulenspiegel à la galerie Goupil pour laquelle il travaillait à l'époque, et il cherche à retrouver ces caricatures. Alors, on suppose en fait qu'il les a retrouvées, ça rien ne nous le dit, mais en tout cas, vers 1882, vous voyez, Vincent van Gogh va copier une caricature qui s'appelle « En attendant la confession », une caricature de Félicien Rops qui était parue en 1856. À l'époque, en 1856, Vincent van Gogh a 4 ans. Donc, il n'est pas encore beaucoup intéressé, on s'en doute, par le dessin ou par l'art, mais toujours est-il que donc, en 1873, probablement par l'intermédiaire de son frère Théo, qui travaille déjà à la galerie Goupil, qui est une galerie commerçante d'œuvres d'art à Bruxelles, probablement Theo van Gogh a-t-il eu en sa possession des exemplaires de l'Eulenspiegel. Vincent van Gogh les a-t-il eu de cette manière? En fait, on connaît encore très très peu la manière dont l'Eulenspiegel, qui était quand même un journal assez bruxellois, pas très porté vers l'international, on ne sait pas encore vraiment, les recherches ne nous disent pas encore comment ça a pu circuler vraiment et comment Vincent van Gogh a donc pu se retrouver en possession de ces dessins et de ces feuilles de l'Eulenspiegel.
Toujours est-il qu'en 1882, et on peut le voir ici dans le coin inférieur droit, Van Gogh met bien donc d'après Félicien Rops. Et c'est intéressant dans le cadre de cette exposition car le musée Van Gogh avait toujours daté l'œuvre de Vincent Van Gogh de 1873, puisque Van Gogh en parlait déjà l'évoquait lorsqu'il était à Londres. Et donc, grâce aux recherches qu'on a pu faire dans le cadre de cette exposition, le musée Van Gogh a pu redater cette œuvre et donc estimer qu'elle avait été créée par Vincent Van Gogh aux alentours de 1882. Donc, c'est toujours intéressant, évidemment, de travailler avec des collègues sur des fonds et de pouvoir alors aussi, grâce à la recherche et grâce aux déductions aussi, pouvoir dater et aider à mieux cerner le parcours de l'artiste. Alors, Félicien Rops et Vincent Van Gogh auraient pu aussi se rencontrer, puisque ils ne se sont jamais croisés, ils ne se sont jamais serrés la main, mais ils auraient pu aussi en 1890 se retrouver au même vernissage de l'exposition du groupe d'avant-garde des 20. Ce qui ne fut pas le cas, puisque en 1890, Félicien Rops, bien que membre des Vintistes, n'était pas à Bruxelles pour le vernissage de cette exposition le 18 janvier 1890. Vincent Van Gogh n'était pas là non plus, il était en Provence, mais leurs œuvres ont été exposées en même temps. Alors, ce groupe d'avant-garde, les 20, était un groupe, donc vous voyez du côté ici gauche, le groupe des Vintistes, c'était 20 membres permanents de ce groupe d'avant-garde qui exposaient leurs œuvres, qui étaient tout à fait originales pour l'époque, d'un style nouveau ou d'une thématique nouvelle. Et ces artistes invitaient 20 autres artistes donc de portée internationale. Hein. Vous voyez que Paul Cézanne était là, Jean-Louis Fourin, Auguste Renoir, Odilon Redon. Donc, vous voyez, c'est vraiment les grands noms de l'avant-garde française. Et ils faisaient des expositions qui étaient aussi très modernes dans la manière dont ils accrochaient les œuvres. Donc, il y a toute une démarche et tout voilà, une réflexion par rapport à la manière à ce moment-là de mettre en scène les œuvres d'art, et ce qui est tout à fait voilà, avant-gardiste également. Et Vincent Van Gogh, qui était donc à l'époque en Provence, rencontre d'abord Eugène Bock. Alors Eugène Bock, c'est un des membres donc invités, hein, vous avez vu ici, le voici, membre invité. Il y a sa sœur, Anna Bock, qui, elle, par contre, est la seule femme, hein, d'ailleurs, qui fait partie des Vintistes. Donc, c'est une famille vraiment d'artistes et qui a pignon sur rue et qui sont quand même assez connus. Et voici d'ailleurs le portrait d'Eugène Bock par Vincent Van Gogh, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Donc, on peut imaginer à quel point cet artiste belge, à l'époque, on ne savait pas que son œuvre, que son portrait serait aussi regardé et aussi recherché. Mais en tout cas, Edmond Picard, qui est un des grands créateur et animateur de ce groupe des 20, prend contact avec Theo Van Gogh et Vincent Van Gogh pour faire venir des œuvres de Van Gogh à cette exposition de 1890. Et c'est vrai que voilà, il y a Noémie Goldman a retrouvé des lettres aussi où on voit la réflexion en fait de Vincent Van Gogh par rapport à les choix qu'il veut faire, les œuvres qu'il veut exposer, qu'il veut montrer en Belgique. Donc il n'a pas du tout choisi les pièces par hasard. Et donc j'ai mis aussi quelques citations de Vincent Van Gogh lorsqu'il écrit à Théo. Il parle d'une de ses œuvres et il dit « Ce sera pour les vintistes, si toutefois ils se souviennent de moi, puisque moi je n'oublie pas l'inspiration que cela me donne de me laisser aller aux souvenirs de certains Belges. »
Et il dit également: «Maintenant, j'ai vu du travail de ce Bock. C'est rigoureusement impressionniste, mais pas fort, dans ce moment où cette technique nouvelle le préoccupe encore trop pour pouvoir être soi. Il se fortifiera et il dégagera sa personnalité, je pense.» Donc certaines, pour vous donner aussi voilà, la langue n'est pas toujours très harmonieuse, mais Vincent van Gogh écrivait donc soit en néerlandais, mais quand il était en France et en Belgique, il a donc appris le français et il écrivait à son frère Théo en français. Donc parfois certaines tournures de phrases ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on attend. Et donc, voilà, quand il parle de l'impressionnisme d'Eugène Bock, alors il parle parfois aussi dans sa correspondance d'Eugène Bock en disant le Belge. Voilà, Eugène Bock est cet artiste merveilleux qui va en effet transcender vraiment le côté du noir du borinage. Il va créer vraiment des tableaux très très colorés, d'assez grand format. Donc je vous ai mis ici des œuvres qui sont à l'exposition. Et Anna Bock, qui est sa sœur, qui est une femme artiste tout à fait surprenante et qui est une grande collectionneuse aussi. Et pour la petite histoire, Anna Bock est la seule qui ait acheté une œuvre de Vincent van Gogh de son vivant. Donc, elle a acquis une œuvre qui s'appelle La Vigne Rouge et qui se trouve aujourd'hui dans un musée à Saint-Pétersbourg. Et vous voyez ce tableau, le bouquet aux bénédicités. Eh bien, donc, ça représente l'intérieur des Bock. Et voilà le bénédicité de Charles de Groux. Vous retrouvez ici, vous le voyez, à l'arrière du bouquet fleuri. Donc Anna Bock, qui a acheté cette œuvre à Vincent van Gogh, était aussi une grande amatrice d'œuvres de ses contemporains belges. Les enfants Bock avaient une grande fortune et ils l'ont consacré vraiment à se faire une collection et à encourager les artistes belges et beaucoup des artistes belges d'avant-garde. Alors, je vous invite à regarder ce bénédicité, donc qui est un peu le pendant du banc des pauvres que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une œuvre qui a vraiment touché beaucoup Vincent van Gogh. On peut comprendre, puisqu'il avait ce sentiment de religiosité, de spiritualité très forte. Donc, c'est le moment avant le repas où le père de famille fait le bénédicité avant de manger la soupe. Et Vincent van Gogh va évidemment partager le quotidien de ces gens dans le borinage. Il va chercher à les évangéliser. Donc, il y a tout cet aspect aussi religieux, spirituel et moral que Vincent van Gogh va apprécier dans l'œuvre de Charles de Groux. Et l'œuvre que je vais vous présenter un petit peu plus tard, qui s'appelle Les mangeurs de pommes de terre, vous allez voir, est directement inspirée de ce tableau. Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait que c'est comme pour l'œuvre d'Emile Wouters, la folie de Hugo van der Goes. Nous avons eu un petit format, une version préparatoire du peintre. Ici, c'est la même chose. Le bénédicité, en fait, vient du Musée des Beaux-Arts de Gand. Donc, on a eu ce prêt qui est normalement, le tableau est exposé dans leur salle de manière permanente, mais c'est aussi une petite version de la grande version en fait qui appartient au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles et qui était exposée au Musée Van Gogh au moment où nous avons ouvert notre exposition au mois d'octobre, puisqu'elle était mise directement en relation avec les mangeurs de pommes de terre de Vincent van Gogh. Vous allez voir un petit peu plus tard. Alors, une autre anecdote en fait de la présence de Vincent van Gogh en Belgique, eh bien, c'est lors justement de cette exposition de 1890 où il y a eu un conflit entre Henri de Groux et Vincent van Gogh. Alors, Henri de Groux, j'ai mis sa photo ici, c'est un artiste sur lequel on a fait une exposition il y a quelques années, un artiste un artiste belge un peu méconnu, qui est de la même génération que Vincent van Gogh, donc ils ont 20 ans de différence avec Félicien Rops.
Et Henri de Groux a fait des œuvres assez délirantes. Il avait une personnalité assez complexe, probablement bipolaire ou un peu schizophrénique. Et il pouvait vraiment faire des colères assez importantes. Et comme c'était le fils de Charles de Groux, Félicien Rops va le prendre un peu sous son aile et essayer de lui faire un réseau et de l'accueillir à Paris parce qu'il veut voilà, se faire un nom en tant qu'artiste, jeune artiste à Paris. Et c'est probablement grâce à l'affiliation avec Charles de Groux, qui était quand même un des grands artistes belges qui avait voilà, une certaine réputation, qui est décédé assez jeune. Et dans le groupe des Vintistes, c'est vrai que c'était des gens aussi d'une certaine génération qui avaient connu Charles de Groux. Et Henri de Groux est donc le plus jeune membre des Vintistes, donc des membres permanents. Et donc, il a été quand même inclus dans ce groupe. Donc, c'est pas rien pour un jeune artiste hein, de pouvoir intégrer comme ça un cénacle de gens, d'artistes qui sont réputés. Et voilà que pour cette exposition de 1890, on lui présente la veille du vernissage, on lui présente les salles d'exposition. Et il se rend compte que ses œuvres sont mises à côté va-t-il écrire? Il va écrire des exécrables pots de soleil de Monsieur Van Gogh. Donc Henri de Groux, dont je vous ai mis ici une œuvre qui s'appelle Le Charnier. Vous voyez les couleurs pourtant et le style qui est très très délié, très expressif. En fait, Henri de Groux ne va pas supporter d'exposer son travail à côté de ce qu'il estimait être une œuvre anecdotique, puisqu'on a mis son travail à côté des tournesols de Van Gogh. Lors du repas inaugural, Henri de Groux voilà, fait tout un discours dans lequel il exprime son mécontentement. Et suite en fait à cette dispute au sein des Vingt, puisque certains vont prendre la défense de Vincent Van Gogh et donc d'autres vont essayer d'excuser le comportement d'Henri de Groux, et bien Henri de Groux sera exclu de ce groupe des Vingt, ce qui montre quand même la grande amitié qu'avaient les artistes belges envers le travail de Van Gogh, qui à l'époque n'était évidemment pas très connu. Alors, une dernière petite anecdote amusante, c'est après la mort de Vincent Van Gogh, 4 ans après son décès, la Libre Esthétique, qui est en fait donc le groupe qui a survécu au groupe des Vingt, c'est aussi donc un groupe d'avant-garde, et bien ils organisent au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, au musée moderne, une expérience promenade sur l'art impressionniste. Alors, l'affiche est très explicite sur ces expériences promenades. Les organisateurs du salon, chacun un tableau de Van Gogh sous le bras, parcourront les salles du musée moderne pour renouveler la démonstration de l'infériorité des tableaux de l'école flamande qui y sont exposés. Donc, vous voyez qu'à l'époque, on n'avait pas peur de s'exprimer et de montrer un peu ses opinions artistiques qui défrayaient bien souvent la chronique des journaux de l'époque. Et cette expérience promenade sur l'art impressionniste donc, était censée montrer comment des tableaux d'avant-garde colorés, dont évidemment la technique était très très éloignée du réalisme ou encore de l'école flamande, comment cet art impressionniste eh bien, prenait le dessus et écrasait cette école traditionnelle. Alors, à l'époque, quand on parle d'école flamande, ça n'a vraiment aucun lien avec le côté linguistique aujourd'hui qu'on pourrait entendre quand on parle d'école flamande. C'était, par exemple, Félicien Rops, par les critiques de son temps, les critiques d'art, l'évoque comme un des peintres fameux, un peintre flamand fameux. C'est vraiment l'idée de la peinture ancienne et c'est ça qu'on considère,
pourrait plutôt appeler aujourd'hui la peinture du Nord. Donc, il ne s'agit pas de tableaux qui ont un lien avec justement les questions linguistiques qu'aujourd'hui on connaît entre francophones et flamands, mais c'est vraiment plutôt un style et c'est vraiment l'école du Nord en peinture. Et ce qui est assez amusant, donc on termine en fait notre exposition par cette affiche qu'on a eue en prêt du Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, parce qu'elle est finalement tout à fait à l'opposé de ce que l'exposition démontre, à savoir que Vincent van Gogh a été influencé et impressionné par les tableaux justement de l'école flamande et du réalisme qu'il a vu en Belgique. Vous avez vu que ce ne sont pas des œuvres très colorées qui l'ont impressionné, qui l'ont marqué, et chez Félicien Rops non plus, ce sont vraiment les caricatures et la référence à la condition humaine. Alors, l'exposition, donc on a appelé ça l'empreinte des artistes belges sur Vincent van Gogh, c'est également pour évoquer la technique de gravure. Donc, cette citation de Vincent van Gogh qui dit qu'il a vu le tableau de l'imprimerie de Charles Mertens, qui est un artiste anversois et qui va faire de très très belles œuvres évoquant le quotidien des gens à Anvers. Et ici, on est dans une mansarde, vous voyez, un atelier d'artistes où on imprime des gravures. Et c'est justement, ce sont ces gravures qui vont permettre à Vincent van Gogh de se tenir au courant de l'actualité de la peinture et des œuvres. Il va conserver en fait toute une série de gravures, d'articles de journaux qui paraissaient à l'époque. Il va échanger en fait vraiment une collection qu'ils vont faire ensemble avec le frère Théo. Théo va lui envoyer des journaux en disant fais attention à telle œuvre, regarde telle autre. Et donc on sait que par exemple il a vu plusieurs œuvres de Félicien Rops dans l'art moderne. Et donc ils vont ensemble faire cette collection de gravures que Van Gogh va afficher de temps en temps lorsqu'il change, lorsqu'il déménage, il va décorer sa chambre avec ses gravures. Et c'est vraiment d'abord dans un souci presque thérapeutique. Certaines de ses œuvres vont lui faire du bien. Il va se sentir soulagé, accompagné par les artistes qu'il aime parce qu'il en a des reproductions. Évidemment, on ne voyage pas à l'époque comme on peut voyager aujourd'hui pour découvrir un chef-d'œuvre dans une ville ou dans une autre. Donc, c'est vraiment à travers la lithographie, à travers la gravure, que les gens vont se tenir au courant en fait des actualités. Et donc, il y a des artistes, des graveurs qui s'occupent de reproduire les grands tableaux qui sont dans des expositions dont les journalistes vont parler. Et Van Gogh va être intéressé par cette technique, principalement la technique de la lithographie. Sauf qu'il arrive à Bruxelles en 1882 et c'est vrai que la lithographie n'est plus très à la mode. Félicien Rops, donc, dans cette œuvre ici, donc le souvenir, hein, en attendant la confession, ce sont des lithographies. Par contre, que Félicien Rops livrait chaque semaine au journal Eulenspiegel, mais on parle de ça dans les années 1860. Mais dès les années 1860, il va y avoir un véritable engouement pour la pratique de l'eau forte, qui est une technique à base évidemment de produits chimiques, etc., beaucoup moins plus compliqué à utiliser que la lithographie, mais beaucoup plus rentable, puisque le problème de la pierre lithographique, il fallait donc dessiner directement sur la pierre, et puis la pierre était écrasée en fait par une presse, hein, et elle pouvait donc survivre à quelques tirages, mais il fallait ensuite la poncer pour pouvoir redessiner dessus. Et donc, Van Gogh arrive, il trouve en fait que, c'est vrai, la lithographie a vraiment un rendu particulier par rapport à l'eau forte ou à des techniques où à ce moment-là, le métal est mordu. Donc, la lithographie est plus douce, donne un rendu plus doux, que Félicien Rops va fuir dans les années après sa collaboration à l'Eulenspiegel.
il va chercher justement des méthodes un peu plus modernes et faire ressortir les noirs et blancs. Et donc, Van Gogh raconte qu'il était à Bruxelles, il essaye de se faire engager par des lithographes locaux. Et il dit, je leur ai parlé des feuilles de Grou et de Rops, toujours en mentionnant l'Eulenspiegel. Et ils ont dit oui, mais qu'il n'y a plus de dessinateurs comme eux. L'impression que j'ai recueillie là-bas et dans d'autres établissements était que la lithographie était très occupée à mourir. Et il n'a pas tort, puisque pour les reproductions, et notamment sa fameuse collection de gravures, qui est conservée, donc, comme je vous l'ai dit en introduction, au musée Van Gogh d'Amsterdam. Là, ils ont plusieurs milliers de pièces ayant appartenu à Vincent Van Gogh. Eh bien, ce sont principalement des eaux fortes ou des procédés photomécaniques, donc qui consistaient en fait à photographier sur des plaques de métal les œuvres des artistes pour pouvoir ensuite les reproduire. Alors, une des seules lithographies qui a été réalisée par Vincent Van Gogh, vous voyez, c'est bien plus tard, puisque on est en 1885, et Van Gogh va réaliser des lithographies, mais principalement en faisant des décalques de ses dessins sur la pierre lithographique. Et les spécialistes de Van Gogh, donc du musée Van Gogh, nous ont confirmé que la seule lithographie directement dessinée sur la pierre est cette œuvre, donc Les Mangeurs de pommes de terre, dont je vous ai parlé. Et vous voyez ici la peinture qui est assez connue et qui est donc une inspiration aussi du Bénédicité de Charles de Grou que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est vraiment... je vous repasse, voilà, la lithographie et la peinture, donc, qui est conservée au musée Van Gogh d'Amsterdam. Alors, Félicien Rops va mentionner 2 fois dans sa correspondance le Van Gogh, mais ce n'est pas Vincent Van Gogh qu'il va mentionner, c'est Theo Van Gogh. En fait, il le rencontre à 2 reprises, d'abord à Bruxelles, lorsque Theo Van Gogh est marchand d'art pour la galerie Goupil. Donc, Félicien Rops essaye évidemment d'avoir un contrat avec la galerie Goupil parce que c'est vraiment un commerce important de reproduction d'œuvres d'art et d'œuvres tout court. Et il va ensuite rencontrer Theo Van Gogh à Paris lorsque celui-ci donc est muté par la galerie Goupil pour devenir le gérant de cette galerie commerçante. Et Vincent Van Gogh est fasciné évidemment par les photogravures. Je vous en parlais, ce sont vraiment des procédés photomécaniques. Et il enjoint son ami photographe Armand Dandois à essayer lui aussi de pratiquer la photogravure afin de multiplier les ventes. Et il mentionne donc à Armand Dandois de venir rencontrer Theo Van Gogh et de découvrir en fait les techniques de photogravure qui sont pratiquées à la galerie Goupil. Donc à ce moment-là, Vincent Van Gogh est chez son frère Theo Van Gogh. Donc, on suppose aussi que les œuvres de Félicien Rops étant aussi entreposées et vendues par la galerie Goupil, Vincent Van Gogh ait pu également voir et apprécier les eaux fortes de Félicien. Alors, la dernière partie de cet exposé, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème d'affichage. La dernière partie de cet exposé va concerner un peu la... attendez, je vais voir si en passant à la dia suivante, voilà. Je vais essayer de remonter, voilà. Je voulais juste évoquer en dernière partie l'inspiration que Félicien Rops
a pu stimuler chez Vincent van Gogh. En fait, Vincent van Gogh ne va donc jamais rencontrer Félicien Rops. Il va se concentrer sur une partie qui est moins connue de l'œuvre de Van Gogh. Je vous ai mis ici un peu en vrac des lithographies qui évoquent la vie bourgeoise et la pauvreté, parfois aussi un peu l'ironie que Rops va développer par rapport à cette bourgeoisie du 19e siècle qu'il va énormément critiquer. Et c'est vrai que pour nous, cette exposition, c'était aussi l'occasion de mettre à l'honneur cette partie de l'œuvre de Félicien Rops. Vous voyez ici cette petite peleuse de pommes de terre et Vincent van Gogh avec cet homme coupant son pain. Et on se dit, voilà, la citation que Vincent évoque auprès de son frère, il dit « J'aime beaucoup le paysage, mais encore 10 fois mieux ses études de mœurs, parfois d'effrayantes vérités, telles que Gavarni, Henri Monnier, Daumier, De Groux », il parle évidemment de Charles, et Félicien Rops ont dessiné si magistralement. Donc, j'ai aussi mis ici, l'une à côté de l'autre, deux buveuses d'absinthe, Van Gogh qui a dessiné ça au début de sa carrière d'artiste lorsqu'il essaye donc de travailler à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. Vous voyez vraiment le regard en fait de cette femme et cette buveuse d'absinthe de Félicien Rops, où on voit que les deux artistes ont travaillé à cette vision en fait de leur société, de la modernité, de ce qu'ils voyaient dans les rues, de comment ils pouvaient aussi envisager leurs contemporains. Donc Rops a dessiné beaucoup de prostituées, il a vu aussi beaucoup de modèles, il a voulu toujours essayer de rendre la réalité au plus proche de ce qu'il voyait. Il a d'ailleurs créé la Société libre des beaux-arts, qui était vraiment dans l'esprit de Courbet pour favoriser, inciter les artistes à pratiquer le réalisme, à quitter un peu le domaine aussi de l'histoire, puisqu'il y avait beaucoup de peintres d'histoire aussi à l'époque. Et donc, ils ont tous les deux œuvré dans cet objectif. Alors, pour conclure, j'aime assez cette citation de Rops, qui est resté finalement un artiste très constant dans la qualité de son œuvre. On peut dire que les œuvres qu'il a réalisées à la fin de sa vie sont techniquement aussi bonnes que celles qu'il a commencé avec l'Eulenspiegel. C'est quelqu'un qui a eu un vrai fil rouge quand Van Gogh parle de vérité dans ses tableaux de mœurs. C'est vraiment, il voit vraiment le fil rouge en fait de la thématique chez Rops, puisque Rops a vraiment essayé pendant toute sa vie de dénoncer la bourgeoisie de son époque. Il a essayé d'aller au-delà du masque, au-delà des convenances. Donc c'est vraiment un artiste rebelle et en même temps, il ne va jamais non plus techniquement aller vers de l'avant-garde. Il sera un artiste qui sera considéré par les collectionneurs de son époque comme un grand impressionniste. Mais quand vous regardez son parcours artistique, c'est quelqu'un qui a cassé des codes au niveau des thématiques, notamment en représentant des scènes d'accouplement ou de volupté ou de sensualité qui sont pour l'époque et encore aujourd'hui assez scandaleuses. Mais il le dit donc déjà en 1886, donc j'exerce malheureusement pour moi un art court et par cela même difficile à renouveler dans ses formules primordiales. Là, il parle vraiment de tout ce qui concerne la technique. En attendant, les peintres nouveaux feront bien d'aller vers la peinture psychique et cérébrine. Sans cela, elle tombera dans un hébétement profond vers lequel elle marche. Donc, déjà en 1886, Rops va mourir en 1898, alors qu'il est encore jeune, Rops se rend compte en fait des limites aussi de son art et encourage la nouvelle génération à aller vers des modes de peinture beaucoup plus modernes et beaucoup plus avant-gardistes.
Donc, voilà un petit peu la conclusion de cette rencontre manquée entre Félicien Rops et Vincent Van Gogh. Et voilà, je crois que Julie va nous donner quelques questions. Donc, n'hésitez pas via le chat. Sait-on où Charles de Groux a peint cette église? Merci beaucoup pour cette question. Malheureusement, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'œuvre de Charles de Groux, mais je peux très bien me renseigner et vous mettre ça dans le chat dans les prochains jours. À nouveau, ça c'est vraiment l'histoire des œuvres. On ne sait pas bien comment cette vigne rouge s'est retrouvée au musée de Saint-Pétersbourg. Et vous savez que les œuvres de Van Gogh ont quand même beaucoup voyagé à travers le monde. Et il faudrait demander bien sûr l'histoire de l'œuvre au musée de Saint-Pétersbourg pour savoir comment elle est passée de la collection des Bock en Belgique jusqu'à Saint-Pétersbourg. Alors donc, comme je vous l'ai dit, Rops et Van Gogh ne se sont pas rencontrés de manière tout à fait officielle, mais ils se sont rencontrés en tout cas à travers leurs œuvres, et c'est pour ça que Van Gogh a copié cette caricature de Félicien Rops au moment où il tentait de devenir artiste. L'Harcourt, eh bien, c'est cette idée justement peut-être de ne pas aller, de rester dans les limites de ce qu'on sait faire. Donc Félicien Rops avait souvent des formules comme ça assez choc. Et je pense que cette formule de l'Harcourt dit c'est un danger parce que alors chacun continue à faire toujours le même type d'œuvre et on n'évolue pas en fait. C'est vraiment l'avant-garde les avant-gardes avec les impressionnistes qui vont casser les codes aussi de la peinture. Donc, je ne sais pas si... Bonsoir Véronique, bonsoir à tous. Je pense que nous avons répondu peut-être à toutes les questions. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes si vous avez des questions à nous faire. En tout cas, merci à vous pour cette belle présentation. Merci Julie, et merci à tout le monde, toutes les personnes présentes. Je voulais juste signaler aussi que je vais donner une visite guidée le 18 février sur le temps de midi. Donc il faut, voilà, ceux qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire. Et il faut simplement envoyer un email à info@muserops.be. Écoutez, je vous mets dans le chat le lien du site du musée où je pense que vous trouverez peut-être l'adresse email ainsi que toutes les informations sur les horaires d'ouverture si vous avez la moindre question. Eh bien, je pense qu'il n'y aura pas d'autres questions pour ce soir. Un grand merci à vous et au musée Félicien Rops. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots avant de terminer cette présentation ? Je vous remercie beaucoup, en tout cas Julie, pour votre accueil. Et voilà, c'est vrai que j'encourage aussi les futurs visiteurs, parce que je vois certains disent je vais venir me visiter le musée. Grand merci d'avance, et n'oubliez pas, le plus simple c'est quand même de réserver en ligne votre place, parce que parfois, alors les créneaux horaires, vous savez, on a toujours des normes pour le Covid, et donc c'est bien si les gens peuvent réserver à l'avance leur créneau horaire pour ne pas être déplacés d'une demi-heure, parce que parfois il y a un petit peu de monde dans les salles. Et la prochaine conférence avec vous, Julie, ce sera sur Adolphe Mossa, qui était une exposition qu'on avait présentée au musée Félicien Rops il y a déjà une dizaine d'années. Et donc, voilà, si les gens ont apprécié cette exposition, eh ben, ils pourront retrouver une conférence sur Adolphe Mossa.
Alors, merci beaucoup en tout cas de l'avoir annoncé. Il n'y a pas forcément de date qui est prévue encore, mais vous aurez toutes les informations sur le site conferencia.fr. Et nous avons une dernière petite question. Oui, une dernière, lorsque Van Gogh se dit moine et peintre, hein, que veut-il dire moine, en tout cas, c'est certainement cette inspiration religieuse et spirituelle, hein, puisque il voulait devenir prédicateur, et là aussi il a échoué, et donc finalement il a embrassé la carrière de peintre un peu en dernier recours, et finalement ben voilà, on sait tout le génie qu'il a occupé. Et je vois aussi dans le chat que ma collègue me rappelle aussi qu'il y a une exposition, donc je vous ai présenté les tournesols de Karine Borgout au tout début de la conférence. Eh bien, à la citadelle de Namur, il y a une exposition de Karine Borgout qui a repris des tableaux de Vincent Van Gogh, et elle va refotographier les lieux qui ont été peints par Van Gogh. Donc, c'est un beau complément de la visite du musée Félicien Rops. Et comme nous avons un beau téléphérique, on a un billet combiné qui permet en fait au public de monter à la citadelle avec un prix avantageux au téléphérique. Donc, c'est aussi une très belle exposition. Puis, ça permet de passer la journée à Namur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse et le complément d'information. Bien, je pense que nous avons donc fini pour la conférence de ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cet avant-goût vous aura donné envie d'aller visiter le musée en vrai, parce que on pense que ces formats virtuels servent aussi à donner envie de se retrouver face à l'œuvre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée et à très bientôt pour de nouvelles conférences. Bonne soirée Véronique, bonne soirée à tous. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir.